le coup de marteau. Bonjour Guy de Lafortelle Bonjour Clémence. et merci d'être avec nous ce matin, chroniqueur financier, fondateur de la lettre d'information investisseurs sans costume et cofondateur de Toxin. Alors Guy, vous nous parlez, je crois, de pouvoir d'achat. Exactement. Pour tout vous dire, j'étais en train de zapper sur la radio dans ma voiture quand j'ai eu le bonheur ou le malheur de tomber sur BFM et sur une chronique de Nicolas Dose, qui est un des présentateurs de la radio, justement sur le pouvoir d'achat. Et je suis encore là, donc c'est que j'ai pas eu un accident, mais j'ai cru que euh, qui donc nous a fait une chronique absolument extraordinaire sur le pouvoir d'achat. Et si vous le permettez, j'aimerais le convoquer ce matin avec force, effets spéciaux et réécouter un petit peu avec vous cette chronique pour que nous parlions de pouvoir d'achat parce que, bien ça on va parler, de SMIC, on va parler, de TVA, on va parler de tout un tas de choses et surtout, voilà, ce que Nicolas Dose pense en sachant que pardon, je voudrais donner un gros élément de contexte pour commencer, c'est que le pouvoir d'achat est, la préoccupation de très, très loin, la plus importante, de cette élection. J'ai regardé encore un sondage, ce matin, il y a 58 des gens, pour qui, le pouvoir d'achat, est une préoccupation forte. C'est devant les questions de sécurité et d'immigration qui sont plutôt autour de 30 à 35. Donc si vous voulez bien, écoutons Nicolas Dose et ce qu'il pense. C'est parti. Tous les partis, toutes les offres politiques pour moi vous vendent du pipeau et de la flûte sur le pouvoir d'achat. Et attendre du pouvoir d'achat de la part d'un politique, c'est comme si on pouvait attendre d'une loi qu'elle fasse tomber la pluie. Voilà, Donc voilà. déjà, Ouais. déjà on commence bien. Donc attendre d'un gouvernement, qui puisse, faire quelque chose pour le pouvoir d'achat, c'est attendre, qu'il fasse tomber la pluie. Alors, c'est quelque chose qui est radicalement faux. On comprend à peu près ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que peut-être qu'un gouvernement ne devrait pas s'en occuper, mais c'est tellement cocasse, c'est-à-dire que lui-même, 2 minutes plus tard, se contredit. Est-ce qu'on peut envoyer le deuxième passage, s'il vous plaît? La hausse du SMIC, amélioration du pouvoir d'achat pour une petite minorité, ça y a aucun problème. Ah! Donc si finalement, quand on fait une hausse du SMIC, on peut augmenter, le pouvoir d'achat d'une petite minorité. Je rappelle que 17 de la population, est au SMIC et que même si, ces dernières années, le hausse du SMIC, ont pas forcément, été, suivies et qu'on a un gros problème d'aplatissement des salaires, il y a pas quand le SMIC est revalorisé, il y a pas que le SMIC qui monte. Donc c'est quand même des choses qui sont très importantes ou, quand on pense par exemple, quand on a fait les chèques énergie, non, il y a quand même des choses que le gouvernement peut faire pour le pouvoir d'achat. Hem, Même si, on comprend bien ce qu'il veut dire par là, qui est de se dire que, c'est plus des pansements, que des choses très importantes. Mais ça, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, on va continuer à voir. Est-ce qu'on peut envoyer le troisième extrait, s'il vous plaît? La baisse de TVA, on sait ce qui se passe. Quand on Ah. monte la TVA, on est sûr qu'on monte les prix, qu'on tape le consommateur. Quand on baisse la TVA, on est sûr qu'on gonfle les marges du producteur et qu'on enrichit le producteur. Voilà. Et que ça a un effet marginal sur les prix. Et alors, ce que le politique est certain aussi d'obtenir en baissant la TVA, c'est un trou béant dans les finances publiques, compte tenu du poids de cet impôt par rapport aux autres. Alors ça, c'est un grand classique. Vous avez, des études de l'INSEE, qui vous disent qu'effectivement, quand vous montez, la TVA, ça se répercute immédiatement sur les prix. En revanche, quand vous la baissez, ces méchants, les méchants supermarchés et la méchante distribution, elle va garder toutes les marges pour elle. Mmh. En plus de ça, si vous baissez la TVA, ça fait des recettes en moins. Alors ça aussi, c'est faux. C'est-à-dire que il y a une raison très simple, c'est qu'il y a un pays qui a fait exactement ça, c'est le Portugal, qui, a supprimé, la TVA, sur, ses biens alimentaires et qui, a réussi, non seulement à faire baisser les prix, mais enfin à se débarrasser de son inflation. Donc on a un cas pratique, mais je crois que c'est BFM d'ailleurs qui, publie encore un article pour parler du Portugal comme du bon élève, non c'était le Figaro pardon, le bon élève de l'Europe qui avait réussi, parmi les premiers à se débarrasser de son inflation. En faisant quoi? En mettant une TVA, à taux zéro, sur l'alimentaire. Et alors quand il vient vous dire qu'on ne peut pas faire ça non plus parce que ça vous fait baisser vos recettes, déjà quand tu es sur de l'alimentaire qui généralement a pas beaucoup de TVA, ça fait pas beaucoup de recettes en moins. Et surtout, quand il s'agit de lutter contre l'inflation, l'inflation, la première chose que ça fait, c'est que ça fait des recettes supplémentaires pour l'État. Donc, a priori, vous êtes simplement en train de rééquilibrer quelque chose.
Donc c'est vraiment on a l'exemple devant nous, du dogmatisme versus ce qui marche. Donc voilà. Est-ce Oui. qu'on peut passer l'extrait suivant? À tous les coups, ça entraîne des pénuries. À terme, un blocage des prix, ça fait que le producteur produit moins ou ne livre plus. Ça fait des années qu'on se désespère des pénuries de médicaments en France. On n'a pas des pénuries parce qu'on a délocalisé des molécules en Asie, on a des pellicules parce qu'on a Des pénuries. des pénuries, parce qu'on a un système de gestion du prix du médicament complètement soviétique par la sécurité sociale. Ça, il a vraiment pas de chance, le pauvre. Alors, je suis plutôt d'accord que, en soi, les blocages de prix ont tendance à entraîner des pénuries. Sauf que il prend le très mauvais exemple du médicament, où on a en ce moment des énormes pénuries de médicaments. Où ça? Aux États-Unis, où il n'y a pas de sécu qui fixe le prix des médicaments. Donc, il a encore tout faux, le pauvre Nicolas Dose. Ouais, c'est sa journée, hein. Là, ah non, mais elle est magique, c'est joli. Moi, Ouais. ça fait mal, ça m'a fait saigner les oreilles. Je me suis dit, bon, une fois quand même, de temps en temps, on va essayer de reprendre les choses là où elles sont. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que bah, déjà, le prix du pain, par exemple, a été fixé pendant peut-être plus d'un siècle. Bon, bah, ça n'a pas fait des pénuries de pain. Et ensuite, ça dépend vraiment des types de produits qu'on fait. Et quand, bien évidemment, on est sur des jeux de concurrence et qu'on est sur du marché libre, il faut évidemment pas, il faut effectivement pas fixer les prix. Quand vous êtes sur des choses sur des énormes marchés qui sont très structurants et très stratégiques, comme l'énergie, comme bien évidemment que l'État a besoin de mettre sa main dedans et de fixer les prix et de faire des grandes politiques. Et qu'on ait eu une grande politique nucléaire, que l'État fixe les prix de l'énergie nucléaire, ce qu'on fait plus d'ailleurs, c'est dommage. Merci l'Europe. Donc ça dépend de quoi on parle. Et donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les prix des médicaments explosent? C'est simplement parce que vous avez des monopoles de la production des médicaments en Chine et en Inde. Et que ces gens peuvent exercer du chantage sur nous. Donc, on n'est pas du tout sur une question de libre marché, on est simplement sur une question de capacité industrielle qu'on a laissé s'échapper. Et que bien évidemment, quand le pire qui puisse arriver dans un monde capitaliste dans lequel on est, c'est des situations de monopole externes. Oui. Si c'est un monopole d'État, ça va, si c'est, ou pseudo ou quasi étatique. Mais donc, encore une fois, il a tout faux sur le marché du médicament et sur les types de marchés sur lesquels on peut ou on ne peut pas faire du contrôle des prix. Allez, on continue. Le pauvre. Ah, je suis gentil encore. Expliquez-nous, rappelez-nous. Le travail et les gains de productivité. Ah voilà, pardon, ça a été un peu vite. Donc parce qu'après avoir dit tout ce qui allait pas, il faut qu'on se rappelle un petit peu qu'est-ce qui marche. Parce Ouais. que, et donc ils disent, si vous voulez gagner du pouvoir d'achat, il faut du travail et de la productivité. Moi, propose de commencer par réfléchir à la productivité. Théoriquement, il a raison, sauf que des gains de productivité, si on prend en gros depuis le début du 21e siècle, il y a eu à peu près, dans l'OCDE tout entière, à peu près 30% de gains de productivité à l'appel. Il y en a 8 qui sont restés pour les salaires, tout le reste est parti au capital. Donc en fait, non, quand on a des gains de productivité, ça ne va que marginalement au salaire, pour reprendre sa formule. Et ça, c'est quelque chose, et c'est le truc dont il ne parle pas et qui est essentiel, c'est que le très gros problème que nous avons en Occident aujourd'hui, c'est la répartition de la valeur ajoutée entre le capital et le travail. Et que donc il dit, il faut travailler plus, il faut travailler plus efficace. Et en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus simple que l'on pourrait faire, c'est de mieux répartir la valeur ajoutée entre le capital et le travail. On en a déjà parlé plusieurs fois à cette antenne. Non pas que le capital est rémunéré trop, mais il y a beaucoup trop de capital. On a imprimé beaucoup trop de monnaie, on fait circuler beaucoup trop de liquidités, beaucoup trop. La sphère financière est devenue énorme et s'est mise à attaquer la sphère économique. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aux États-Unis et c'est en train d'arriver en Europe. Aux États-Unis, les boîtes du S&P 500, qui sont les 500 plus grosses boîtes américaines, distribuent plus que leurs résultats à leurs actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions. On voit bien qu'il y a un problème. Donc les gains de productivité, on peut observer que non, ça ne va pas. Quand vous faites des gains de productivité, ça ne va pas. Ça ne va que marginalement en salaire. Et donc il reste le travail. Dernier extrait, après j'arrête de vous embêter. Par an et par habitant, le plus bas des pays de l'OCDE.
Ah pardon, il nous manque un petit bout. Donc on a en France, le nombre d'heures travaillées le plus faible, par an et par habitant de l'OCDE. Vous voyez bien, ma chère Clémence, vous, qu'est-ce que vous foutez? Je suis sûr que vous faites que la grasse mat tous les Ah oui, matins. bah oui. Alors, c'est vrai, hein, alors presque en vrai, on va lui ça la Turquie travaille un peu moins que nous, mais bon, Mmh. on va pas chicaner, à ça. Mais ce truc-là, ça donne l'impression que, On est tous des en fait, flemmards. Mmh. que ouais, et puis surtout qu'il faudrait qu'on travaille plus, faudrait qu'on prenne moins de vacances, qu'on travaille plus longtemps la semaine et c'est qu'on a l'impression qu'il faudrait qu'on travaille que tous ceux qui travaillent plus longtemps, c'est pas ça, c'est le nombre de personnes qui travaillent le problème. Mmh. C'est-à-dire que ce qui fait c'est qu'en France, un Allemand, un employé allemand travaille moins qu'un employé français. Un employé suisse travaille un peu plus qu'un employé français, mais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que, alors certes, les Allemands ou les Suisses, ont des temps pleins, qui sont beaucoup plus, qui sont beaucoup plus longs que nous. Ils sont pas aux 35 heures. En Suisse, le temps plein est à 42 heures, c'est énorme. Sauf qu'il y a beaucoup plus de travail partiel, par Mmh. exemple. Mais donc en gros, si on regarde le nombre d'heures que chaque employé, que chaque travailleur effectue chaque année, il y a pas, c'est pas le problème. En revanche, là où il y a un gros problème, c'est le nombre de personnes qui travaillent. Oui. Et là, on est bien en dessous, des autres, et c'est là où la question fâche parce que, bah, si vous avez 2 manières si vous voulez réussir à ce qu'il y ait plus de monde qui travaille. Bah, soit il faut que les gens travaillent pour moins cher, pour que vous soyez plus concurrentiel sur le marché mondial du travail, parce qu'aujourd'hui, votre marché, c'est pas un marché français. C'est-à-dire que si vos sèche-linges, vous les produisez trop cher, ça va partir en Pologne, ça va partir Oui. ailleurs. Oui. Hein, c'était la campagne d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen de 2017. Ça n'a pas changé. Déjà en 2017, on allait à Amiens pour voir les usines qui partaient. Quoi qu'on a un peu oublié ça maintenant. Et en fait, le problème, c'est soit vous acceptez qu'on vous paye moins cher pour travailler plus, soit, il y a un moment, et ça, c'est la question qui fâche et la question qui tâche et qu'il faut absolument occulter de Donc on ces en parle élections. sur Toxin. Oh oui, bah, on en part sur Toxin parce qu'on peut bien en parler un peu quand même. C'est la question des frontières, même d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez besoin de rétablir des frontières parce Des que, douanes. eh bien, quand vous importez, j'aime toujours reprendre par cet exemple d'usine de sèche-linge qui était de Whirlpool, qui est partie et qui était au centre de la campagne de 2017. Ça coûte beaucoup plus cher en transferts sociaux de s'occuper de tous les ouvriers qui ont été mis à la porte, que, les 10 € qu'on gagne par sèche-linge réimporté de Pologne. Donc d'un point de vue, purement comptable, aujourd'hui, on aurait un immense, intérêt, à protéger notre économie, ce que fait de manière absolument massive un pays comme la Suisse et personne ne traite la Suisse d'un pays libéral. Et la Oui, Suisse oui. mais Mais ouais. attendez, je comprends pas. Vous dites que ça coûte plus cher, tout ce qui est transferts sociaux pour la France, que d'acheter un sèche-linge polonais. Donc je vois pas le. C'est plus intéressant d'acheter à l'étranger, c'est ce que vous dites. Mais Quand donc vous à quel achetez moment on a votre un intérêt à privilégier notre économie locale, d'après ce que vous nous dites? c'est que vous avez une usine de sèche-linge qui part de France en Pologne. Mmh. Pour que en gros, le sèche-linge se retrouve 10 € moins cher chez Ouais, Darty ouais, 2 ans plus tard. ouais. Ben, ce gain pour le consommateur, parce que là, il y a un gain de pouvoir d'achat de 10 € est en fait beaucoup moins important que le coût à la collectivité que, que va faire Ah, porter le fait que vous avez 1000 ouvriers, au qui vont chômage, se par retrouver sur exemple. le Oui. carreau dans une Oui. région déjà sinistrée. Une Et oui. usine qui ferme quand un pays va bien, il y a pas de souci, mais quand c'est-à-dire qu'à Amiens, c'est toutes les usines qui ferment, donc vos ouvriers, vous n'avez pas les recaser. Vos ouvriers, ils vont pas devenir ingénieurs informaticiens dans la seconde. Vos ouvriers qui ont des maisons, des familles, des histoires, des machins, ils vont pas partir, ils vont pas faire 300 kilomètres pour trouver un boulot. Mmh. Certains vont le faire, mais à l'échelle d'une économie tout entière, ça marche pas comme Oui, bien ça. sûr, bien sûr. Et, et donc ça, c'est la question absolument occultée, qui Mais est c'est la celle même de. question, Guy, en fait, que celle des très très grandes surfaces. On occulte au moment de l'achat, le client se dit, bah tiens, je peux acheter une baguette 0,20 centimes moins cher que dans la boulangerie locale. Sauf que ce qu'on ne réalise pas à ce moment-là, c'est que si la boulangerie locale et la boucherie locale et puis tous les petits commerces locaux tombent, eh ben, en fait, ils ne participent plus à la vie de la commune, c'est-à-dire par leur TVA, par leurs impôts, etc. Et finalement, c'est la commune qui s'écroule, donc eux-mêmes.
Ah bah, c'est absolument vrai et c'est pire que ça, c'est que la baguette est un produit d'appel des supermarchés, où les supermarchés vont le vendre au prix, pas alors on n'a pas le droit en France de vendre, à perte, mais s'ils le pouvaient, ils vendraient à perte. Ils feront aucune marge pour effectivement que vous veniez dans le supermarché chercher votre faim plutôt qu'à la boulangerie. Mais c'est même pas que derrière vous allez faire fermer la boulangerie, c'est qu'une fois que vous êtes dans le magasin, ils vont se rattraper sur d'autres produits ou en même temps que vous attrapez votre baguette, vous allez prendre un ou 2 trucs de plus parce qu'ils savent très, très bien faire. Mmh, C'est mmh. c'est des temples de marketing évidemment, un supermarché et donc, généralement, vous allez, venir pour un produit d'appel et vous allez repartir avec 3 produits que vous ne vouliez pas acheter. Mmh. Oui, en plus. Quand vous en avez encore les moyens. Oui, mais bon, on oublie donc toute la vie locale, en fait, à laquelle on participe. Évidemment, c'est pas. Mmh. Est-ce que vous souhaitiez conclure parce qu'on a bien dépassé le temps pour la Pardon, chronique. excusez-moi pour ce grand retard. La conclusion, c'est que, c'est que l on évidemment que les gouvernements ont des choses à faire sur le pouvoir d'achat, non pas de décider des prix, mais de décider du cadre dans lequel les entreprises agissent, et donc notamment le cadre des frontières. Ce ne sont pas les entreprises qui décident. Et d'ailleurs, quand vous avez un Nicolas Dose qui vient vous dire que c'est pas les États qui font le pouvoir d'achat, en face, les entreprises elles vont dire oui, mais c'est pas nous qui faisons les règles. Mmh. Donc ça sert à rien de vouloir renvoyer dos à dos entreprises et États. Bien évidemment que l'État ne fait pas les salaires. En revanche, l'État fait un cadre. Et encore, on a beaucoup dépassé. Vous avez de la chance. Je vous ai épargné le moment où Nicolas Dose veut vous faire comprendre que l'État doit fournir de la bonne terre et de l'eau pour le jardinier et que nous, on est des gentils jardiniers qui devons cultiver notre jardin. C'est pas sérieux, ces trucs-là, hein. Ouais. C'est une radio économique, c'est des gens bien. Ouais, merci beaucoup en tout cas Guy de Lafortelle et Merci Nicolas Clémence, Dose désolé rhabillés pour pour le retard. l'hiver. Merci et